Alors, bonjour, je ne sais pas par où commencer, je sais pas, j'imagine que vous entendrez plein de choses différentes et que donc, je sais pas, j'y arrive comme un cheveu sur la soupe. Je vais essayer tout de même de vous dire des choses qui vous concernent, qui vous intéressent. Bon, d'abord, le rêve, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années sur la connaissance du rêve. Ces progrès ont été faits par des neurologues et donc qui ont amené des nouvelles vision du rêve, et en même temps, on se pose la question, évidemment, et c'est la question à partir de laquelle je démarre, c'est est-ce que ça vaut le coup encore d'interpréter des rêves avec les nouvelles connaissances qu'on a? Est-ce que c'est pas des vieilles lunes, l'interprétation des rêves? Et je viens vous démontrer que non seulement c'est pas une vieille lune, mais au contraire, qu'on s'appuie sur ces nouvelles connaissances pour fournir des interprétations originales, plus adaptées, mieux adaptées aux gens. Alors je vais vous dire quelles sont les théories que je développe. J'avais développé ces théories un petit peu dans le précédent livre qui s'appelait La nouvelle interprétation des rêves, que vous avez tous lu, j'imagine. Oui, regardez, ne rigolez pas. Donc, j'avais déjà développé ces idées, mais là, je donne c'est un guide pratique, concret, qui s'appuie sur des rêves réels et qui ont été interprétés réellement. Et donc, voilà comment ça s'est déroulé. À la suite de la publication de mon livre, bien, il y a des gens qui m'ont envoyé des rêves. Et puis surtout, je fais une chronique régulière dans Psychologie Magazine où les rêves sont envoyés. Et ensuite, je téléphone à la personne qui a envoyé le rêve et on consacre 1 heure, 2 heures à l'interprétation de son rêve. Et c'est à partir de ces rêves-là, de ce matériau, que j'ai écrit le livre que je vous présente aujourd'hui. Et donc, j'ai été très étonné par le fait que les gens sont comme ils sont, mais ils attendent toujours qu'on leur dise des choses sur leurs rêves et pas qu'on leur dise des choses générales, des choses concrètes sur leurs rêves. Donc, c'est à partir de ce matériau-là que j'ai travaillé. Alors, j'ai tiré d'abord le fait que les rêves, comme je le soupçonnais, comme ma théorie en fait précédente avait essayé de le montrer en tout cas, et c'est que les rêves sont tournés vers l'avenir en fait. Ce sont des sortes de brouillons du lendemain en fait. On a des problèmes, ce sont des sortes de machineries intellectuelles qui résolvent des problèmes qu'on trimballe parfois depuis très très longtemps, ou même des problèmes plus récents. Mais ils tentent de trouver des solutions. Et donc ils travaillent un peu à la manière d'une machine, en fait. Le rêve travaille à la manière d'une machine, c'est-à-dire qu'il prend toutes les images, les sensations, les émotions que vous avez éprouvées dans la journée, il les fragmente en petits morceaux et il les recombine d'une autre manière. Donc il fabrique une nouvelle réalité à partir de fragments de la réalité que vous avez engrangée jusque-là. Et cette nouvelle réalité fabriquée, qu'il vous projette dans votre nuit, mais qu'il vous projette comme si c'était une réalité vraie, et bien celle-là est une sorte d'invention, quoi. C'est une invention. Le rêve invente, crée, et dans une perspective, dans l'idée de vous donner des nouvelles idées, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé pour affronter le lendemain. C'est à ça que sert le rêve. Le rêve est un peu comme la possibilité de maintenir le caractère vivant des gens. Alors, le caractère vivant adapté à la vie, excité, intéressé par le monde, quoi. Et certains rêves, alors je donne plein de façons dont travaille le rêve, et puis plein de catégories de rêves différentes. Certains rêves n'arrivent pas à faire ce boulot, et c'est bien, ça montre bien que c'est bien la fonction du rêve de faire ça, puisque certains échouent dans ce travail de construction d'une réalité nouvelle. Ce sont les rêves qui répètent ce qu'il y a dans la vie réelle. Ces rêves-là sont des rêves toxiques, en fait. C'est des rêves qui rendent malades, en fait. Et c'est des rêves qui souvent accompagnent les moments dépressifs, d'ailleurs. C'est des rêves qui sont des copies de la réalité. Ces rêves-là sont... Et il y en a 1 ou 2 qui sont analysés là-dedans. Et je m'appuie pour faire ça, je dessine des paradigmes, en fait, c'est-à-dire des grandes catégories. Et ces grandes catégories, je suis allé les chercher, au fond, dans des cultures différentes. Parce que les neurologues, c'est sympa, c'est bien. Non, c'est bien, mais je trouve que c'est un peu sec et pauvre, je trouve. Hein. Mais je sais pas, c'est chacun son avis. Hein. Mais pourquoi? Parce que
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils pensent qu'ils détiennent tous les éléments d'analyse. Or, ils ne les détiennent pas, et je vais vous dire où sont les autres éléments d'analyse. Étant donné que tous les êtres humains rêvent, tous, toutes les nuits, même vous, monsieur, mais vous le savez, mais lui, il en doute parfois. Toutes les nuits, 4 à 5 fois par nuit, et toutes les 90 minutes. C'est un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est une machinerie instinctive, quoi. Ça dépend ni de qui vous êtes, ni de quelle langue vous parlez, ni si vous êtes marié, pas marié, etc. Que vous avez grandi dans tel univers ou tel univers. Ce modèle-là fonctionne chez tous les êtres humains. Donc après, qu'est-ce que font les différentes sociétés de ces rêves? Vous avez une sorte de champ d'expérimentation gigantesque. Qu'est-ce qu'ont fait les Indiens d'Amérique avec les rêves? Qu'est-ce qu'ont fait les Australiens avec les rêves, etc. Ce champ d'expérimentation est gigantesque et c'est celui à partir duquel j'ai construit mes paradigmes. Alors je vous donne juste un exemple. C'est chez les Indiens d'Amérique, dont vous savez, j'imagine, que ce sont des cultures centrées sur les rêves. Je vous donne juste un exemple pour vous attirer l'attention là-dessus. Quand je vous demande, par exemple, de raconter un rêve, ça va vous prendre 15 secondes, 30 secondes peut-être, et puis ça y est, vous aurez terminé, vous n'avez pas plus à dire que ça. Vous demandez à un Indien d'Amérique, encore aujourd'hui, de raconter un rêve, ça dure 3/4 d'heure, le récit du rêve. Après, on rentre dans l'interprétation, c'est-à-dire que les cultures sont passionnées par le rêve. Et donc, évidemment, c'est une toute autre dimension, et les interprétations qui proposent des rêves sont très éloignées de nos interprétations, notre culture. Quand je dis notre, c'est-à-dire nous les Africains, vous êtes Africains aussi, je veux dire, nous les Africains, c'est-à-dire ce monde-là, l'ancien monde, et par opposition aux autres qui sont, entre guillemets, asiatiques, c'est-à-dire ça va de la Sibérie aux Indiens d'Amérique, qui ont une toute autre perception du rêve. Au fond, un de mes paradigmes, c'est que la nuit, on prend des dettes sur le jour. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les rêves de la nuit fait que vous avez pris une dette sur ce qui va vous arriver dans la journée, et il faut donc que vous traduisiez ce qui s'est passé la nuit pour que vous régliez votre dette dans la journée, sinon vous serez mal, quoi. Votre rêve va vous rendre malade en quelque sorte. Et donc, chaque fois que vous faites un rêve, c'est-à-dire toutes les nuits, vous avez une dette à honorer, et cette dette, elle ne peut être honorée qu'après interprétation du rêve de la nuit. C'est comme ça que pensent les Indiens. Donc ça, c'est un de mes paradigmes, cette notion de dette de la nuit sur le jour, tirée sur le jour, et c'est un peu à partir de là que je me suis orienté pour construire mon paradigme. Maintenant, j'ai été très frappé par cette espèce d'ouverture, de gentillesse, de confiance de ces femmes. La plupart sont des femmes, je suis désolé. Pourquoi désolé? Non, parce que j'aurais bien voulu avoir des rêves d'hommes. J'aurais bien voulu avoir des rêves d'hommes. Il y en a un seul. Parce que mais non, parce que c'est les femmes. Parce que c'est les femmes qui s'intéressent à ces choses-là. Et puis parce que Psychologie Magazine, c'est une revue féminine, alors donc ce sont des femmes surtout. Bon, donc c'est surtout. T'as pas d'homme? J'ai un seul homme. Bon, mais donc ce sont essentiellement des rêves de femmes. C'est que j'ai donc eu contact avec des gens que je ne connais pas, qui se sont confiés, mais de manière complètement ouverte, comme ça, moi ça m'a sidéré, parce que le rêve ouvre l'âme en fait. Vous commencez par un rêve et tout d'un coup tout se déroule. Vous ouvrez la personne en fait. Comme ça, en une demi-heure de temps, tout d'un coup vous avez une connaissance de la personne, vous verrez d'ailleurs dans le texte. Et surtout, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que j'ai pu voir à quoi pensent les gens aujourd'hui, les gens du commun, quoi, et de quoi ils rêvent, quoi. De quoi ils rêvent? Ils rêvent, les femmes, rêvent beaucoup de leur ex, leur ex-mari, leur ex... Oui, parce qu'en fait, nous sommes des polygames, mais nous faisons comme si nous ne le sommes pas. Donc évidemment, on a eu d'autres relations avant, et donc ces relations avant ne sont jamais terminées, elles se poursuivent dans les rêves. Elles rêvent beaucoup de leur ex, elles rêvent des morts, beaucoup des morts. Ben oui, c'est normal, parce que la culture nous dit, quand t'es mort, et puis tu nous emmerdes plus, maintenant c'est fini, hop, c'est réglé.
Eh bien, c'est pas vrai, les morts ne meurent pas, ils sont là, ils sont présents, ils reviennent. Où est-ce qu'on peut les rencontrer, les morts? Dans les rêves, c'est dans les rêves qu'on peut rencontrer les morts. Donc ils rêvent des morts, ils rêvent de toutes ces choses-là, qui sont des choses étonnantes, et ils rêvent de pratiques disparues, en fait. C'est-à-dire, ils font appel à des pratiques disparues, c'est-à-dire, ils disent, mais comment est-ce qu'on peut faire pour se tirer d'une affaire compliquée et dont la logique est incompréhensible et souvent, bien, il y a un appel à des pratiques disparues comme les sources, se baigner dans une source, des choses comme ça, aller à l'église, des choses comme ça. Et donc c'est plein de choses comme ça, ce texte-là. Alors moi, je termine toute interprétation du rêve, puisque je vous disais, c'est une dette tirée sur le jour, c'est une dette tirée la nuit sur le jour. Je termine mon interprétation du rêve par un conseil. Non pas une interprétation, parce que je ne crois pas aux interprétations. Les interprétations sont des choses qui reviennent en arrière, alors que le rêve doit aller en avant. Donc je dis, si vous voulez que votre rêve s'accomplisse dans la vie, alors permettez-moi de vous donner un conseil, et là je termine par un conseil. Chacun de ces rêves se termine par un conseil, et un conseil qui est un conseil important, pas un conseil du genre changer de la façon de vous habiller ou des choses comme ça, des choses importantes qui concernent la vie, la stratégie d'existence des personnes. Voilà, grosso modo, ce qu'il y a dans ce livre, qui est un livre inspiré, je dirais. Moi, quand je l'ai écrit, j'étais inspiré. Je ne sais pas si vous aurez le même sentiment. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, je peux répondre à vos questions. Il y a une différence entre rêve et cauchemar? Ah oui, alors, il y a des rêves qui sont des cauchemars et il y a des cauchemars. Donc, je veux dire, il y a des rêves qui sont des rêves d'angoisse, c'est-à-dire des rêves... mais vous savez que ça, c'est ce que nous ont appris les neurologues récemment, mais c'est pas seulement les neurologues, c'est aussi les psychologues cognitivistes qui ont fait ce qui est le b.a.-ba qu'il aurait fallu faire depuis... Jouvet aussi a parlé de ça avant. Mais là, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'on a fait des banques de rêves. C'est-à-dire que au lieu de dire ça c'est un rêve fréquent, ça, etc., il faut constituer des banques de rêves fiables. Et ça fait pas longtemps, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des banques de rêves fiables. Il n'y en a pas en France, bien sûr, mais il y en a aux États-Unis, en Hollande, en Grande-Bretagne, il y en a. Donc on peut les consulter, ces banques de rêves. Et la plus grande est à Los Angeles, ça fait 50 000 rêves. Et vous pouvez la consulter aussi de manière statistique. Vous tapez un mot, vous voyez combien de fois il apparaît, dans combien de rêves il apparaît. Donc vous pouvez faire des stats à partir de ça. Moi je déteste les stats, hein, c'est pas ça que je fais. Je regarde que les résultats, moi. Et donc ce qu'on a vu, c'est que entre 60 et 75% des rêves, ça dépend des auteurs, sont des rêves d'angoisse en fait. Donc tout ce qu'on racontait sur le fait que le rêve, c'est un rêve, ça c'est un rêve, etc. Tout ça c'est de la littérature. En vérité, on rêve beaucoup plus des choses désagréables que de choses agréables en fait. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'un rêve est désagréable. Peut-être que ça sert à quelque chose de rêver des choses désagréables. Hein. Mais voilà, donc c'est pour ça que je distingue ces rêves-là, qui sont des rêves d'angoisse, et les cauchemars proprement dit, qui sont autre chose, c'est-à-dire des rêves qui vous réveillent en fait, et qui vous réveillent dans un état particulier, où vous êtes déconnecté de la réalité, vous êtes essoufflé, vous avez le pouls qui bat très vite, vous êtes en sueur, et vous ne savez plus très bien si vous dormez ou si vous êtes réveillé. Ça, c'est ce qu'on appelle un cauchemar proprement dit. Alors je parle des deux. Les cauchemars me concernent moins, parce que ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas vraiment des rêves, ça ne se passe pas au même moment du sommeil, les cauchemars vrais, mais les rêves d'angoisse, les rêves cauchemardesques, se passe en même temps que le rêve, et cela mérite une interprétation comme les autres. Je ne sais pas si je vous ai répondu.